Il est l'heure du journal sur Green TV International. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La COP28 connaît depuis hier son épilogue avec une note de satisfaction. Un accord historique sur les énergies fossiles est approuvé à Dubaï par près de 200 pays participants à cette 28e grande conférence sur le climat. Bruxelles, la capitale belge, va accueillir en avril prochain un forum mondial sur l'économie circulaire. La promotion de la production et de la consommation éco-responsable à l'heure du changement climatique sera au cœur de cette rencontre à laquelle l'Afrique est fortement attendue. Les détails dans ce journal. Et un 6e océan est en cours de formation dans les millions d'années à venir. Selon les scientifiques, il pourrait diviser le continent africain en deux. Comment cela est-il possible? Les réponses dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé en début de titre, des applaudissements bien nourris ont retenti pendant un bon moment au centre d'exposition de Dubaï au matin de ce mercredi 13 décembre. Et pour cause, un accord qualifié d'historique a été approuvé par les 194 parties présentes à la séance plénière de clôture de la 28e conférence de l'ONU sur le climat. Pour la première fois depuis des décennies, les énergies fossiles sont mentionnées dans le texte final. Regardez. C'est au matin de ce mercredi 13 décembre 2023 que les pays du monde entier ont approuvé par consensus à la COP28 à Dubaï une décision appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. À l'ouverture de la séance plénière de clôture, les délégués ont adopté la décision préparée par les Émirats arabes unis, déclenchant de longs applaudissements. Le Dr Sultan Al-Jaber, président de la conférence de l'ONU, a déclaré qu'il s'agit d'une décision historique pour accélérer l'action climatique. Après 2 semaines de négociations acharnées, l'accord conclu avait pour but d'envoyer un signal fort aux investisseurs et aux décideurs politiques sur la volonté de rompre avec les combustibles fossiles. Le sultan Al-Jaber déclare être fier de ce succès historique et les Émirats arabes unis, son pays, sont fiers de leur rôle pour y parvenir, quittant Dubaï la tête haute. Le document préparé par le président émirati de la conférence, dont la publication attendue toute la nuit par les négociateurs, mentionne pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies toutes les énergies fossiles largement responsables du changement climatique. Le texte négocié par les Émirats appelle à une transition hors des énergies fossiles dans un système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable. Ceci doit se faire en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. Le document final ne parle plus de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, mais plutôt de transition. Une bannière derrière laquelle se rangeaient plus d'une centaine de pays et des milliers d'ONG. Sultan Al-Jaber s'évertuait depuis plus de 24 heures à sauver une conférence qu'il avait annoncée comme un tournant à même de préserver l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris adopté en 2015 il y a 8 ans. Un accord qui vise à limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. À ce jour, seule la réduction du charbon avait été actée à Glasgow à la COP26. Le pétrole et le gaz n'avaient jamais été désignés. L'accord final reconnaît aussi le rôle joué par les énergies de transition comme le gaz pour assurer la sécurité énergétique des pays en développement où près de 800 millions de personnes manquent d'accès à l'électricité. L'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak s'opposaient à tout accord s'attaquant aux énergies fossiles qui font leur richesse. Après le coup de maillet entraînant l'adoption du texte final, le rendez-vous est donc pris pour 2024 en Azerbaïdjan pour la COP29. L'engagement de l'Afrique contre les effets du changement climatique est grand et très remarquable. Les sites culturels les plus remarquables situés sur le littoral ouest-africain dont le Togo sont susceptibles de disparaître sous les eaux d'ici 2050. Dans cette optique, les acteurs togolais ont entériné le projet Wakaresip pour soutenir les efforts de résilience face aux défis du changement climatique. Des solutions de lutte contre les inondations de la côte togolaise sont énumérées dans ce commentaire présenté par Alexandra Adekami. Le gouvernement togolais a approuvé le projet Wakaresip, une initiative sous-régionale financée par la Banque mondiale et le Fonds d'environnement mondial pour sauver ses côtes des inondations. Ce projet, pour être efficace, doit prendre en compte des solutions dures, mais aussi celles qui sont souples et qui présentent des avantages écologiques et économiques. Ces solutions sont pour la plupart coûteuses, complexes à réaliser, mais très efficaces pour endiguer le mal sur une longue période. Les brise-lames sont des dispositifs orientés de manière parallèle au trait de côte en vue de centrer l'énergie de la houle et de diminuer l'agitation du plan d'eau à la côte.
Les brise-lames, d'après leur conception, réduisent la hauteur et la force des vagues en déviant une partie de l'énergie. Actuellement, les brise-lames sont à leur troisième génération de fabrication et offrent à 100% une résistance aux vagues. En adoptant les brise-lames, le Togo anticipe sur les intempéries qui importent leur degré de menace. S'inspirer du projet MOSE est l'une des solutions dures qui pourrait aussi véritablement résoudre le problème de manière définitive. Le projet MOSE est un système de défense formé de 3 rangées de parois mobiles escamotables qui ont pour but d'isoler la lagune de Venise des eaux de la mer Adriatique pendant les phénomènes de haute marée. Le système étant semi-automatique, les parois mobiles se soulèvent en moins de 30 minutes pour stopper les eaux de mer d'envahir la ville. Et en cas de basse marée, ces parois s'abaissent permettant à nouveau à la lagune et à la mer de communiquer. Les enrochements et les épis ne sont pas considérés comme des solutions, mais les observations sur le terrain ont permis de les valoriser en tant que ralentisseurs de l'érosion et des transits des sédiments. En mai 2023, les travaux de protection de la bande côtière à Nihon-Agbodrafo avaient été achevés. Ce programme de défense contre les érosions côtières est composé de 14 épis et d'un brise-lame et de l'érection d'une digue de sable. Les travaux de reboisement et la restauration des mangroves, entrepris dans la région des lacs par des organisations de la société civile, se doivent d'être poursuivis et encouragés. Ces types d'actions permettent de lutter contre les érosions côtières et de préserver l'écosystème environnemental. Les mangroves sont capables de stocker à elles seules le dioxyde de carbone 8 fois plus que les forêts classiques. Elles enrichissent la faune aquatique et servent de plateforme de reproduction et d'hébergement pour de nombreux oiseaux et rongeurs. Le suivi du projet est important car il permettra de faire une évaluation des infrastructures et de prévenir d'éventuelles dégradations. Le plan de pérennisation du projet concerne la gouvernance locale. S'il n'y a pas de directive ni d'initiative locale pour rentabiliser les projets ou au mieux améliorer le quotidien des habitants via le dit projet, ce dernier ne pourra pas faire long feu. La gestion des côtes togolaises est une question prioritaire qui doit intéresser tout le monde, car en sauvant les côtes, la communauté, la culture et l'économie sont également sauvées. Direction l'Angola qui s'aligne sur la principale ligne directrice de l'ONU qui voudrait que d'ici 2027, tous les êtres humains sur la planète aient accès aux informations météorologiques. À cet effet, le pays s'est lancé dans la modernisation de son système météorologique et géophysique en vue de mieux s'adapter aux catastrophes naturelles constantes. Le projet, qui a bénéficié de 60 millions d'euros, permettra l'installation des stations aéronautiques, météorologiques et sismiques. Irène Papadina nous donne les détails. L'Angola veut moderniser ses systèmes météorologiques et géophysiques pour apporter des réponses rapides aux populations touchées par les catastrophes naturelles constantes. Dans cette perspective, les services de l'Institut national pour la météorologie et la géophysique, INAMET, seront désormais combinés à travers des innovations technologiques. Il est ainsi prévu l'installation de 83 stations, notamment aéronautiques, météorologiques et sismiques. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, l'utilisation de la technologie avancée a l'intérêt de l'expression des dirigeants à la sécurité des populations, surtout locales. Elle permet de prévenir d'éventuels aléas, qu'ils soient systémiques ou naturels. Entre 2019 et 2022, partant d'un budget de 60 000 d'euros, l'Angola a injecté des fonds dans le financement des projets de modernisation dénommés PMI avec le soutien de son ministère de tutelle. Il vise à améliorer significativement les capacités de prévention et de service de INAMET, à soutenir l'industrie pétrolière, l'agriculture et l'aviation, tout en améliorant la surveillance du climat pour une meilleure adaptation aux effets du changement climatique. Le pays devient ainsi le point focal de la communauté de développement de l'Afrique australe pour la collecte et la diffusion de l'information, disposant à travers l'Organisation météorologique mondiale du serveur qui surveille et traite les données sur les conditions météorologiques extrêmes pour l'Afrique.
De l'Angola, allons au Burundi voisin où le gouvernement burundais et la Banque africaine de développement BAD ont procédé au lancement officiel du projet d'entrepreneuriat agropastoral et de perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes burundaises. Ce projet, financé à hauteur de 20 millions de dollars, permettra de construire un centre régional de formation polytechnique et de reconversion professionnelle à Russie, au sein de la capitale Gitega, la capitale du Burundi. Irène Papadina vous en donne les détails. Au Burundi, les autorités ont lancé des travaux de construction d'un centre de formation polytechnique agroalimentaire financé à 87% par la Banque africaine de développement. Ce projet vise le perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes à Gitega, l'une des plus grandes villes du Burundi. Le fonds mis à la disposition du pays est de 20 millions de dollars. Selon l'économiste Al Keating, le Burundi est l'un des pays largement agricoles et agropastoral, mais il ne dispose pas suffisamment de ressources essentielles qui peuvent lui donner des devises dans la mesure où son taux d'exportation est assez faible. Ainsi, ce projet représente une excellente opportunité pour le pays. Pour les autorités burundaises, le centre sera bâti sur un terrain de 156 hectares, parmi lesquels environ 142 hectares seront consacrés à la production agro-pastorale. Au moins 2000 étudiants, dont 30% des filles y seront formées, et 3000 coopératives participantes bénéficieront des sessions de renforcement de capacité. Au Burundi, la production agricole est menacée par les effets croissants du changement climatique et les modèles de production actuels. Selon les autorités du pays, cette situation n'est pas très favorable à la production accrue en raison d'un certain manque de qualification dans le domaine agricole. Après Kigali en 2022 et Helsinki en 2023, le Forum mondial de l'économie circulaire se tiendra à Bruxelles, dans la capitale belge, du 15 au 18 avril 2024. Il sera question de promouvoir la production et la consommation éco-responsable pour répondre efficacement au réchauffement climatique et à l'inflation à l'échelle mondiale. Alexandra Adekami. C'est la Belgique qui accueille le prochain Forum mondial de l'économie circulaire. Du 15 au 18 avril 2024 à Bruxelles, l'événement organisé conjointement par le Fonds d'innovation finlandais Sitra et l'Alliance africaine pour l'économie circulaire réunira les chefs d'entreprise et les décideurs politiques des 5 continents autour de plusieurs ateliers, notamment sur la contribution de l'économie circulaire dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Les 4000 participants du forum aborderont les avancées en termes de technique et de financement de ce secteur, mais également l'inclusion de l'Afrique dans la transition vers une économie circulaire. L'objectif est de promouvoir la production et la consommation éco-responsable dans les secteurs de l'alimentation, de la construction, du textile, ainsi que la création de nouveaux emplois pour répondre efficacement au réchauffement climatique et à l'inflation à l'échelle mondiale. C'est un enjeu majeur qui cadre avec les recommandations formulées en 2023 lors du Forum mondial de l'économie circulaire qui s'est tenu à Helsinki, la capitale finlandaise. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, engagée dans la promotion des politiques de recyclage des déchets auprès des gouvernements, l'Alliance africaine de l'économie circulaire, les réseaux africains pour l'économie circulaire créés en 2017 par l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Rwanda, ainsi que la Banque africaine de développement qui a lancé en 2021 sa facilité africaine pour l'économie circulaire, sont les principales institutions régionales attendues au rendez-vous de Bruxelles au printemps 2024. Le Niger prévoit l'exploitation de son pétrole à travers le Bénin. Le 1er novembre dernier, le champ pétrolifère nigérien d'Agadem, reliant le port de Cotonou, a été officiellement lancé. L'objectif du pays est de transformer sur place le pétrole brut produit. Rafietou Mbireko vous en donne les détails. Malgré les tensions entre le Bénin et son voisin le Niger depuis que le président Mohamed Bazoum a été renversé du pouvoir, les deux États veulent maintenir les relations commerciales et continuer à collaborer sur des projets indispensables. C'est le cas du projet Pipeline Niger-Bénin qui a été concrétisé grâce à l'appui de la Chine.
L'objectif du Niger à court terme est de transformer sur place le pétrole brut produit. Ce projet de pipeline qui lie le Niger au Bénin est l'un des projets phares de Niamey. Il a débuté il y a plusieurs années de cela. Pour cela, la junte nigérienne entend mettre en place un système local de raffinage du pétrole brut afin que les populations locales puissent profiter pleinement des fruits de l'or noir. Notre volonté n'est pas de commercialiser du pétrole brut, nous voulons aller vers une raffinerie qui traitera le brut nigérien sur le sol nigérien, a affirmé le général Tiani. Les autorités du Niger et du Bénin ont tout intérêt à collaborer ensemble pour concrétiser les projets destinés à renflouer les caisses. Les deux pays frères ont su faire la part des choses en décidant d'aller au bout du projet Pipeline. Le champ pétrolifère nigérien d'Agadem reliant le port de Cotonou a été officiellement lancé en novembre dernier. Pour la bonne exécution de ce projet, Niamey a pu compter sur le soutien de l'entreprise chinoise PetroChina. D'après le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, tout est prêt pour le début de la phase de commercialisation. Parlons de science à présent. Jusqu'au 8 juin 2021, il existait officiellement 4 océans que sont l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien et l'Arctique. Mais la National Geographic a reconnu à cette date un 5e océan, à savoir l'océan Austral. À cette liste pourrait s'ajouter un 6e océan qui serait en formation d'ici quelques millions d'années. Léon Sabo vous en donne les précisions. Il existe un rift de 4000 km en Afrique de l'Est. Un rift est un endroit où la croûte terrestre d'une plaque tectonique s'amincit en formant en surface un fossé d'effondrement avec pour résultat une cicatrice de la Terre d'environ 60 km de longueur à certains endroits et 6 km de largeur. Ce rift dont on parle pourrait donner un jour naissance à un nouvel océan. D'un autre côté, l'océan Pacifique disparaîtra selon cette nouvelle étude. D'après un article coécrit par les scientifiques Christelle Tiberi, Stéphanie Gauthier et Fleury Spara, l'ouverture de ce rift est néanmoins très lente. Il s'est enclenché il y a 25 millions d'années, soit à une vitesse d'environ 7 mm par an, ce qui est 4 fois moins lent que celui de l'Atlantique. Ce n'est donc pas prévu pour demain l'apparition de cet océan. L'Observatoire terrestre de la NASA déclare que la plaque tectonique somalienne s'éloigne vers l'est de la plaque tectonique nubienne. Les deux plaques se séparent aussi de la plaque arabique du Nord. La professeure de géologie à l'université de Tulane, Cynthia Ebinger, estime que la séparation du continent africain en deux n'est pas inéluctable à cause de la lenteur du processus. Néanmoins, si les plaques viennent à se séparer, soit la majeure partie de la plaque somalienne composée de la Somalie, de l'Érythrée, du Djibouti et les parties orientales de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique se séparent du reste du continent laissant place à une mer, soit la séparation ne concernera que l'est de la Tanzanie et du Mozambique. De toutes les manières, nous ne serons pas là pour assister à ce spectacle phénoménal. Et pour clore cette édition, notons que les montagnes couvrent environ 27% de la surface terrestre et abritent près de la moitié des points chauds de biodiversité mondiale. Représentant les châteaux d'eau du monde, elles fournissent de l'eau douce à près de la moitié de l'humanité. Pourtant, ces montagnes souffrent des impacts du changement climatique et du développement non durable, une situation qui augmente le risque pour les populations et pour la planète. Retrouvons Rafik Tumbirik. Des joyaux naturels, les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent l'eau douce nécessaire à la vie. De la régulation climatique au service d'approvisionnement en eau, en passant par l'entretien de la conservation des sols, les montagnes sont essentielles à nos vies et à nos moyens de subsistance quotidienne de la moitié de l'humanité, contribuant à soutenir l'agriculture et à fournir de l'énergie propre et des médicaments et accueille 25 des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Malheureusement, les montagnes sont menacées par les changements climatiques, la surexploitation et la contamination, augmentant ainsi les menaces qui pèsent sur les populations et la planète.
Alors que le climat mondial continue de se réchauffer, la fonte des glaciers de montagne affecte l'approvisionnement en eau douce en aval et les habitants des montagnes, qui sont parmi les plus pauvres du monde, doivent lutter plus pour survivre. Le récent accord sur la biodiversité de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité de 2022, qui s'engage à protéger 30% des terres, des océans, des zones côtières et des eaux intérieures de la planète d'ici 2030, donne un élan pour raviver et protéger les paysages de montagne. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment proclamé dans sa résolution triennale sur le développement durable des montagnes 5 ans d'action pour le développement des régions de montagne. Les objectifs de l'initiative consistent à attirer des aides et des investissements pour les montagnes, développer des économies et des technologies vertes, créer des mécanismes pour renforcer la coopération entre les pays montagneux et développer la science et l'éducation dans le domaine du développement durable des montagnes. Pour rappel, le 11 décembre est marqué chaque année la Journée internationale de la montagne. Restaurer les écosystèmes de montagne est le thème élu cette année. Une occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne TV International.